Roland Marchal, depuis donc 4 jours maintenant, on assiste à ce combat. 2 généraux rivaux, je le disais, ils plongent le pays dans le chaos. D'un côté, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de la junte à la tête du pays depuis octobre 2021. Et de l'autre, les paramilitaires des forces de soutien rapide. Ils sont menés par un autre général, Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemeti, par ailleurs numéro 2 de la junte. Leurs partisans respectifs ont commencé à s'affronter pour le contrôle de bases militaires, d'aéroports. C'était ce samedi. Roland Marchal, d'où est partie l'étincelle ? Écoutez, les conditions précises du début des combats ne sont pas encore connues. Chacun a sa version. Hemeti, d'abord il faut dire que depuis pratiquement 2 semaines, la tension était très forte, donc les 2 camps étaient mobilisés et chacun fait valoir un incident qui aurait été ou un geste qui aurait été très mal compris et qui du coup aurait entraîné le début des combats. Si vous voulez, c'est peut-être vrai. Ce qui est sûr, c'est que on voit d'un côté et de l'autre que des plans étaient prêts pour essayer de régler, de contrôler son adversaire, et que tout ça quand même ne se fait pas dans l'improvisation. Donc il y aura à terme, si vous voulez, la question de la responsabilité des 2 camps dans une guerre qui se déroule dans les grandes villes du pays, puisqu'on parle beaucoup de Khartoum. Khartoum, mais il y a d'autres villes évidemment qui sont touchées. Il y a d'autres grandes villes qui sont menacées, et puis à terme également sans doute des problèmes de sécurité dans les zones rurales. Ça n'est pas une guerre soudaine, donc elle était prévisible. Comment intégrer, en effet, ce qui a mis un petit peu le feu aux poudres depuis un certain temps, c'est comment intégrer ces fameuses forces paramilitaires à l'armée régulière, et qui ensuite, pour contrôler les soldats, les armes, dans le cadre des plans qui visent à rétablir, et on croise les doigts, un gouvernement civil. Les 2 hommes n'étaient absolument pas d'accord. Non, les 2 hommes n'étaient pas d'accord, si vous voulez, Depuis mais il y avait longtemps. quand même une question depuis de longs mois, c'est-à-dire que si vous voulez, ils ont fait cause commune en 2019, à la fois en démettant Omar el-Béchir et puis ensuite en s'appropriant une grande part du pouvoir. Par contre, le coup d'État d'octobre 21, qui a été fait ensemble, a rapidement suscité des hésitations de la part du général Hemeti, qui a compris que dans ce nouveau dispositif, en fait, Burhan, le général Burhan, donc le commandant des forces armées, essayait à la fois de garantir son contrôle absolu de l'armée et des forces de sécurité, de le marginaliser politiquement, et finalement de rendre aux civils une portion congrue du pouvoir jusqu'aux élections qui auraient dû avoir lieu 2 ans après l'arrivée d'un nouveau gouvernement civil pour être le candidat. Donc, si vous voulez, pour le dire un peu schématiquement, Burhan était en faveur d'un scénario égyptien, Oui. où l'armée reste maître du jeu du début à la fin, et Hemeti, qui n'existait pas politiquement, même s'il avait un rôle important, mais qui n'était pas un personnage politique au sens fort du terme avant 2019, lui voulait jouer une autre carte, un peu plus compliquée, avec les civils, pour ne rien perdre, et finalement s'est retrouvé dans les derniers mois assez paradoxalement avec les gens qui, du côté des civils, prenaient le retour donc à une normalisation civile, à une démocratisation du régime. Alors, on va aller un petit peu sur place. Vous suivez évidemment la situation avec cette guerre de communication, puisque les paramilitaires, c'était ce week-end, annonçaient avoir réussi à pénétrer dans l'aéroport de Khartoum, contrôler le palais présidentiel. Il n'en est rien le jour d'après. Les militaires, donc, de Abdel Fattah al-Burhan, ont multiplié les frappes aériennes. Évidemment, il y a un poids beaucoup plus lourd par rapport à ces militaires. Ils déclaraient que la victoire était proche. Qui prend le lead en ce moment sur le terrain ? Si vous voulez, d'abord, je crois que d'un point de vue d'information, il ne faut pas oublier que les 2, et pas simplement Hemeti, ont bénéficié d'une expertise russe. Donc, si vous voulez, d'un côté comme de l'autre, depuis des années, les Russes qui sont arrivés du temps d'Omar el-Béchir, vers 2017, ont joué un rôle important dans la formation, dans le renseignement, dans l'entraînement militaire, et notamment dans le contrôle des réseaux sociaux. Donc il y a une expertise des 2 côtés sur la désinformation ou la malinformation,
qu'on voit se refléter aujourd'hui dans les multiples communiqués des uns et des autres de victoires, de destruction d'équipements militaires, d'arrestation également de proches des dirigeants. De l'autre côté, si vous voulez, il y a, alors je ne suis pas un spécialiste militaire, donc je me permets d'entrer dans un domaine qui n'est pas exactement le mien, mais ce que je vois, c'est que l'Égypte joue un rôle important dans la logistique de l'armée soudanaise. Depuis le début de la crise, à la fois, on sait que l'aviation égyptienne, alors pas 50 avions, mais un ou deux avions ont été impliqués dans des combats et ont bombardé des bases des forces du général Hemeti. Et surtout, si vous voulez, près de Port-Soudan. Et surtout, ce qui se passe, c'est que l'armée soudanaise est assurée d'un approvisionnement constant en munitions, en carburant, et peut-être également de l'appui de forces spéciales égyptiennes. Du côté Hemeti, on est face à une armée qui sans doute a une meilleure expérience de combat, mais qui n'est pas assurée d'une logistique sans faille. Même s'ils ont pris les tout premiers jours, comme vous le rappeliez, le contrôle de postes militaires. Et donc, ce que je pense, c'est qu'à la fois, à cause de la nature des armements qui sont mis en œuvre, et on voit que l'armée a le contrôle, a le monopole, évidemment, sur l'air, sur tout ce qui est aérien, en termes d'hélicoptères et d'avions, et également en termes d'armes lourdes, où là, il y a quelques armes lourdes du côté de Hemeti. L'armée est quand même dans une situation de supériorité. Et donc, a priori, ça joue, à mon avis, avec le temps, ça va jouer en faveur de l'armée. Un autre facteur qui va jouer en faveur de l'armée, qui est un facteur dont le général Hemeti ne semble pas avoir pris la mesure, c'est que à Khartoum, notamment, enfin dans une partie du pays, pas dans tout le pays, la population préfère l'armée aux forces de Hemeti. Parce qu'on n'aime pas les Darfouriens d'abord, et il faut le dire, et c'est aussi brutal que ça. Et donc l'armée apparaît plus soudanaise que les Darfouriens, ce qui est quand même. Et ensuite, parce que dans les factions dans la fraction la plus politisée de la population, Hemeti apparaît comme le successeur des Janjaweed, et on oublie, mais comme c'est souvent dans le temps des crises, on a une amnésie sélective, on oublie le rôle que l'armée soudanaise a joué dans les multiples guerres civiles soudanaises, que ce soit avec le Sud-Soudan jusqu'en 2005 ou au Darfour, puisque la force de Hemeti est d'abord une création d'armée. Bien sûr. Il faut quand même le rappeler. Roland Marchal, des tirs d'artillerie, les échanges d'armes automatiques, donc ces militaires, ces paramilitaires qui règlent leur compte au milieu des civils, les civils soudanais, près de 200 morts, c'est ce qui a été annoncé ce matin. On compte aussi des centaines de blessés avec des hôpitaux évidemment totalement débordés. Encore une fois, ces civils soudanais, ils payent le prix fort dans un pays où l'on est pauvre, un pays face à la sécheresse et un pays où les ONG comptent leurs morts, du côté par exemple du Programme alimentaire mondial. Qu'est-ce qui va se passer ? On voit ces scènes, ces collégiens qui étaient en train de passer leurs examens, qui sont pris en otage. Il y a une quinzaine de personnes prises au piège dans une église orthodoxe. Ce sont des petits exemples. Ça veut dire encore une fois que les civils soudanais sont en train de payer un prix extrêmement fort, malgré les appels de la communauté internationale à cesser le feu. Oui, alors d'abord il faut quand même rappeler que depuis que le renversement de Béchir n'est pas simplement lié à une dynamique politique ou idéologique. Non. Elle est aussi liée à une catastrophe économique que le régime militaire et islamiste d'Omar el-Béchir a été incapable de gérer. Et donc depuis 2019, malgré beaucoup de retard, avec beaucoup de contradictions quelquefois, on était quand même sur une voie de restauration d'un minimum de choses. L'aide internationale, notamment l'aide financière, puisque c'est quand même de cela dont il s'agit en premier lieu, avait été rétablie. Le printemps 21 avait été quand même
un printemps doré pour le Soudan, puisque enfin l'aide reprenait, les sanctions américaines étaient levées. Enfin, bon, un certain nombre de mouvements au niveau économique laissaient prévoir une amélioration. Les taux de change ont été unifiés, puis il y a Mhm. une stabilisation. Enfin, il y avait quand même toute une série d'indicateurs qui plaidaient en faveur d'une amélioration qui allait diminuer le drame économique que vivent beaucoup De civils la grande soudanais. majorité de la Mhm. population. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Depuis octobre 21, de 2021, il faut savoir, les militaires n'en avaient rien à faire de tout ça, puisqu'ils ont un système, ils vivent dans un système économique qui est complètement coupé de la population normale. Donc eux, ils vivent bien, merci. Et donc depuis octobre 21, la situation n'a fait que se dégrader, parce que l'aide internationale a été gelée compte tenu de la nature du régime. Et donc aujourd'hui, vous avez déjà une population qui vit, les chiffres des agences onusiennes disent en gros un tiers de la population, c'est plus de 16 millions de personnes Mhm. qui aujourd'hui vivent et dépendent de Humanitaire. l'aide humanitaire internationale. Donc déjà vous avez ça. Ensuite vous avez le fait que, comme vous le disiez, on est en face de deux forces qui toutes défendent la démocratie, mais qui combattent au milieu d'une ville, de villes, De plusieurs et villes, oui. où les civils n'ont pas il n'y a pas de rémission, il n'y a pas de droit humanitaire de la guerre qui est préservé. Les miliciens ou les soldats se battent les uns contre les autres, et puis bon, il y a les dégâts collatéraux. Donc, si vous voulez, le chiffre qui est donné de 200 tués me paraît tragiquement sous-évalué. En plus, il reflète au mieux ce qui se passe à Khartoum Mais pas dans et les autres villes. pas dans les autres villes. Et donc, on va avoir une énorme problème, si vous voulez, à penser et à agir dans la suite, puisque ces combats vont finir par s'arrêter, quel que soit le vainqueur et le vaincu, au moins dans les grandes villes. Peut-être que ça va rester au Darfour. Il y aura des poches de résistance sans doute importantes au Darfour, peut-être un peu ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que la population va en prendre plein la tête et on ne voit pas dans quelles conditions, si vous voulez, notamment de sécurité, de l'aide humanitaire pourra être distribuée très facilement à de grandes quantités de gens qui en dépendent. Voilà, Roland Marchal, merci d'avoir été avec nous ce matin pour faire le point sur ces événements évidemment tragiques pour les civils en ce moment au Soudan. Je rappelle que vous êtes chercheur au CERI, Sciences Po à Paris, spécialiste de la Corne de l'Afrique et notamment du Soudan. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Média. Merci à vous.